Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre dans cette, première, séance. Nous sommes très heureux de vous avoir ici sur s s nous allons discuter du climat et des mécanismes du programme, VAC. Nous avons quelques messages avant de commencer la séance. Excusez-moi, j'ai juste fait quelques ajustements avant de passer les diapos. Alors quelques messages d'ordre général avant de commencer la session. Vérifiez si votre nom et le nom de votre organisation sont tout à fait clairs sur le Zoom. Si vous prenez la parole, votre nom va apparaître. Alors vous cliquez sur les 3 petits points à côté de votre nom et vous pouvez vous renommer, inclure votre nom et l'organisation que vous représentez. Et si nous pourrions peut-être faire un tour, d'introduction sur le chat avec, ce serait très bien, sur le chat. Et si vous avez des commentaires également, faites-le dans la boîte, de dialogue. Et si vous avez des questions, il y a l'outil de questions et réponses et nous allons faire le possible pour, traduire, les questions dans d'autres, langues et il y a un outil qui est la main numérique. Nous disposons d'un service d'interprétation en anglais, en espagnol, en français, en portugais et en bahasa. C'est la langue, de l'Indonésie. Il suffit de cliquer sur le bouton interprétation, la barre inférieure du Zoom, choisir la langue que vous souhaitez entendre. Vous avez les audios dans toutes ces langues, anglais, espagnol, français, portugais et bahasa. Si vous entendez l'interprétation vers l'anglais, par exemple, vous devez, rester sur, l'audio anglais. Car si vous restez sur l'audio, du son original, vous n'allez pas entendre aucune interprétation. Pour, un support technique, de Zoom, envoyez un message de chat directement à moi, l'hôte South South North. Et si vous avez d'autres questions techniques, envoyez un courriel à cet, email. Soyez les bienvenus à cette rencontre pour le dialogue pour les finances, pour le climat. C'est la première session de 2 sessions. D'abord, nous allons faire une introduction aux mécanismes locaux et internationaux pour vous présenter une vision générale de ce modèle de financement. Nous allons à présent, mmh, présenter l'ordre du jour. En ce moment, il s'agit de l'introduction. Par la suite, nous allons procéder à une enquête, un sondage avec 5 questions pour, que les participants puissent répondre et on vous montrera les résultats à la fin du sondage. Après le sondage, nous allons avoir un panorama général des mécanismes de financement général avec Michael Gerhardt qui sera avec nous également le 31 octobre dans la deuxième session. Ensuite, nous aurons Maimouna qui va vous présenter une conférence à propos des besoins locaux d'accès au financement et ensuite Collins Collins Otieno qui nous parlera des mécanismes de financement. Ensuite, nous allons, discuter des différentes formes de financement de projets pour le climat. Nous allons entendre, Kennedy Ododa qui va parler, un peu de son travail lorsqu'il va se présenter et ensuite Giovanna Ainana. Ensuite, nous aurons une séance, de questions et de réponses. Nous allons essayer de répondre aux doutes et aux vos
commentaires. Si vous avez des doutes, vous pouvez utiliser l'outil de questions et réponses ici sur le Zoom afin que ces questions soient déjà enregistrées pour le moment opportun. À la fin, nous ferons les commentaires de clôture et une description générale de la prochaine session. Nous allons donc procéder à l'enquête. Un petit moment, patientez s'il vous plaît. Comment évaluez-vous le niveau de compréhension sur le thème de financement pour le climat? L'option numéro un, c'est tout à fait non familier. Deuxième, un peu familier, mais je peux apprendre encore. Et le troisième, je suis très familier avec le thème. Deuxième question. Dans quelle mesure vous êtes familier avec, l'importance du financement pour le climat au sein de votre organisation en tenant compte de la mission de votre organisation? Première option, entièrement non familier. Deuxièmement, un peu familier, mais je peux apprendre davantage et troisième, très familier. Troisième question, dans quelle mesure vous êtes familier avec les enjeux au niveau local, auxquels se confrontent les organisations en ce qui concerne l'accès et la mise en œuvre des finances pour le climat? Quatrième question, dans quelle mesure vous êtes familier avec les voies entreprises pour la défense, ou l'advocacy en ce qui concerne le financement climatique au niveau national. Cinquième question, dans quelle mesure êtes-vous familier avec les voies pour, l'incidence politique ou advocacy en ce qui concerne le financement climatique au niveau international? Merci à tous et à toutes. Pour ceux qui répondent déjà, je vais partager déjà sur l'écran quelques résultats. Parfait. Merci beaucoup, de par d'avoir partagé vos réponses. Plusieurs d'entre vous disent qu'il y a en que qu'il y a en qu'ils veulent apprendre davantage et j'espère que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, un partage de connaissances. À présent, je passe la parole à Michael. Très bien, merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue aux collègues. Pour ceux qui se trouvent, dans la période du matin, bonjour, d'autres, bonne soirée ou bonne nuit. D'abord, une introduction. Aujourd'hui, nous allons former une base pour que tous puissent comprendre de quoi nous parlons. Merci de vos réponses au sondage. Nous voyons déjà qu'il y a déjà un niveau de connaissance, mais que tous ont un espace pour avoir d'autres connaissances. Surtout dans la prochaine session qui aura lieu le 31 octobre. Ce sera la session où nous allons approfondir davantage tout ce contenu. Nous allons discuter des enjeux et des moyens de faire advocacy, l'incidence politique, pour le financement des initiatives pour le climat. Je vous présente notre ordre du jour et les conférenciers d'aujourd'hui. Nous allons parler de mécanismes de financement et je pense qu'il est important de vous montrer une diapo qui date d'un an. C'est le président de mon pays, de l'Afrique du Sud, qui était de retour de COP27 en Égypte et qui était ravi de partager la nouvelle qu'il allait recevoir 7 10,7 milliards en prêts. Et tout le monde était tout à fait
enthousiasmés avec, heu, par rapport à cette idée pour le financement, mais tout est tombé à l'eau lorsque nous nous sommes rendus compte qu'il ne s'agissait pas d'un don, mais d'un prêt. Donc, il y a une grande différence. Ainsi, lorsque nous avons, l'accès à l'allocation de moyens, de ressources, il faut nous demander, est-ce que nous devons payer à nouveau ces ressources? Est-ce que quel genre de prêt? Est-ce que c'est un don, donation? Ce sont les points que nous allons, analyser ici et voir de quelle manière ces financements sont mis à disposition et quelle est l'histoire qui, heu, qui est sous-jacente à tout cela. Nous sommes en train de nous adapter à l'économie du changement. Voici, la diapo pour que nous puissions nous poser les bonnes questions. Bien, ça c'est le type de choses que tout le monde sait. Lors des 50 années, la température, globale moyenne a augmenté plus rapide que dans les 2000 dernières années. Les niveaux de CO2 sont au maximum. En fin de compte, nous observons les impacts des changements climatiques dans plusieurs, volets. Bien. I il s'agit d'un panorama, global, mondial. Pourquoi? Parce que tout devient de plus en plus chaud. Vous pouvez observer ici ce trajet. Nous savons que la température moyenne, globale a déjà augmenté de 1,1 Celsius en comparant au niveau pré-industriel. Selon les spécialistes, nous allons déjà ressentir des impacts très sérieux et il faut agir, tout de suite pour éviter des catastrophes. Voici plusieurs scénarios des températures dans l'avenir. Ce sont les températures que nous allons atteindre selon les différents niveaux d'émissions des gaz à effet de serre. Bien sûr, ce sera moins grave si les températures n'augmentent pas autant. Cependant, dans tous ces scénarios, la limite de 1,5 degré Celsius sera atteinte au début de 2030. Donc, cette réalité est là, parmi nous. Cette augmentation de 1,5 degré peut sembler ne pas être, importante, mais nous savons qu'elle provoque des impacts très sérieux. Ces impacts vont se multiplier selon, les augmentations de température et il faut donc réduire les émissions et il faut un changement urgent des politiques et d'actions pour limiter les émissions. Et également, un autre point car nous allons avoir des niveaux de changement climatique, auxquels nous devrons nous adapter. Nous allons avoir, ensuite heu, une intervention qui va nous montrer, quelles sont ces actions. Étant donné ce consensus mondial et à cause de la reconnaissance des impacts du climat, l'accord de Paris a été un moment fondamental en 2015. C'est un compromis pour réduire les gaz à effet de serre et de garder, l'augmentation de température au-dessous de 2 degrés. Il y avait également un autre objectif qui était de, limiter à 1,5. Il y a plusieurs aspects par lesquels l'accord de Paris, essaye de faire face au changement climatique. Nous avons la base scientifique et la littérature détaillée. Cependant, on parle également du thème du financement et comment cela impacte les actions à tous les niveaux. Cependant, l'un des principes de base de l'accord de Paris est encore de voir quels sont les besoins en commun et et les contributions selon les émissions historiques à différents niveaux.
Donc chaque nation doit assumer un certain niveau de responsabilité. C'est pour cela qu'il y a un engagement de la part des nations afin de contribuer avec les besoins des pays en développement qui sont moins responsables de ces émissions, mais qui probablement vont supporter le fardeau de cet impact. Il nous faut des trillions de dollars pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et les pays développés doivent diriger et fournir l'appui ou le soutien financier pour ces initiatives. Voici donc les points principaux de cet accord. Nous allons avoir plus de détails avec Collins d'ici peu, mais voici la base. Voici quelques connexions importantes qui viennent de la Convention cadre et de l'accord de Paris. Par exemple, un mécanisme qui s'appelle CDN, contribution déterminée au niveau national, NDC en anglais. Dans ce cas-là, chaque nation s'engage à produire et à partager son but, ses objectifs d'émission. De quelle manière ils vont, réussir à réduire les gaz à effet de serre. Ils partager également les objectifs d'adaptation et comment, bâtir une résilience aux impacts climatiques. Ces CDN sont essentiels pour les actions par rapport au changement climatique. Une grande partie de ce financement climatique auquel les nations peuvent avoir accès doit être canalisé vers les priorités déterminées par chaque pays dans leur contribution déterminée au niveau national, leur CDN. Et ce terme certainement sera présent lors des discussions. Les CDN ou NDC en anglais sont un mécanisme de politique essentiel qui doivent se fonder sur un processus de développement de d'autres politiques. Tout ceci doit être adapté aux exemples que j'ai évoqués. Par exemple, il peut y avoir un plan d'adaptation national mis en œuvre ou développé par chaque pays et on peut définir les adaptations nécessaires pour ce pays, ce qu'il faut faire et la direction pour que cette adaptation ait lieu. Et quels sont les secteurs de l'économie qui seront le plus affectés par les changements climatiques. On parle également des ressources hydriques, de l'agriculture et d'autres, secteurs de l'économie. En outre, les CDN doivent se fonder sur des structures de planification municipale. Ceci varie selon le pays, mais en général, il s'agit d'une planification plus locale, un gouvernement plus local, afin que ces actions climatiques soient abordées non seulement au niveau international, mais plutôt au niveau local ou encore au niveau local. Pour faciliter le fonctionnement de ce financement climatique, la convention cadre a créé un mécanisme pour offrir des ressources, des moyens aux pays en développement. Ainsi, les ressources des pays développés peuvent être transférées aux pays en développement. Il s'agit de définir le flux de financement et l'accès aux ressources qui auront un pouvoir de transformation. Et cependant, ces mécanismes internationaux sont complexes. Ils sont encore en train de surgir et ils sont en voie d'évolution. Ceci présente un défi. Essayer de comprendre comment ils fonctionnent, établir les accords nécessaires aussi bien au niveau national qu'au niveau sous-national pour, pouvoir avoir accès à ce type de financement d'une manière appropriée à différents niveaux, par exemple dans le cadre municipal. Voici les enjeux que nous espérons pouvoir bien explorer lors des 2 sessions que nous allons avoir. Le feedback que nous allons avoir ici va nous donner une base pour mieux comprendre, pour savoir comment réaliser notre incidence du point de vue national et international
pour améliorer les flux de financement climatique et avoir une répartition plus équitable et plus juste. J'espère que je vous ai donné un panorama du fonctionnement de ces mécanismes et je pense qu'on a établi également des terminologies importantes qui font partie de nos conversations. À présent, je passe la parole à Maïmouna de IVOS, qui va nous parler du besoin d'une action locale et de l'accès au financement climatique. Merci. Ok, une petite seconde. Je vais commencer dès que j'aurai ma présentation projetée. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à tous. Je suis très contente d'être ici avec vous pour vous parler du besoin des actions locales et également du financement climatique. Je m'appelle Maimouna, je travaille à Ivos et je me trouve au Kenya, à Nairobi. Je vous parlerai un petit peu de tout cela. Mais en premier lieu, j'aimerais commencer à vous parler du VAC, qui est les voies pour l'action climatique, notre programme des voies pour une action climatique juste. Et c'est notre sujet d'aujourd'hui. Avec notre programme VAC, nous essayons de proposer des solutions justes et dirigées pour faire face aux actions climatiques. Nous fonctionnons comme une espèce d'alliance. Nous avons EVOS, South-South-North, WWF, STI, Kina, Mama, Kwana, Africa. Et nous avons également le Royaume d'Hollande, qui est notre partenaire. Nous avons également des organisations de la société civile. Nous avons plusieurs collègues qui représentent ici la société civile et nous voulons montrer et obtenir une nouvelle réalité pour les personnes et pour la nature. Nous avons des voies nationales et des voies internationales. Nous voulons connecter une gamme qui soit énorme de la société civile. Nous le faisons déjà avec des organisations qui représentent les femmes, les jeunes, des personnes portant des handicaps, également des activistes et beaucoup d'autres. Mais j'aimerais commencer à vous parler du programme VAC et j'aimerais vous parler de la cause pour que nous puissions comprendre combien il est important de créer une localisation de l'action climatique jusqu'à 2025. Nous avions des groupes de société civile et des communautés qui sont en train de mettre en œuvre des actions, des innovateurs, des facilitateurs et également des plaidoyeurs qui plaidoient des solutions pour le climat. Nous voulons pour pouvoir atténuer les effets causés par les changements climatiques. Avec ce programme VAC, nous avons cette distribution sur la carte. Nous sommes en train de travailler avec des personnes d'Indonésie, par exemple. Elles sont là à droite de la carte. Nous sommes présents également en Afrique, en Tunisie, au Kenya et en Zambie, en Amérique latine. Nous sommes présents au Brésil, en Bolivie, au Paraguay. Et nous nous trouvons en Hollande, dans les Pays-Bas également. Et nous avons une action mondiale. Donc, dans ces pays, nous avons une grande diversité de réalités qui sont liées aux impacts causés par les changements climatiques. Voici quelques exemples que vous voyez sur l'écran, mais nous avons beaucoup d'autres exemples. À gauche, nous voyons un homme qui se trouve en Zambie et au Kenya à droite, à gauche en bas en Indonésie et à droite en Ouganda. Nous n'avons pas d'action à l'Ouganda, mais cette photo était disponible. Lorsque nous vous parlons d'adaptation, c'est qu'il s'agit des environnements sociaux tout à fait différents les uns des autres. La réalité de quelqu'un au Kenya est tout à fait différente de la réalité de quelqu'un qui se trouve dans une autre région du même pays ou dans un autre pays
tel que le Kenya, par exemple, lorsque nous voyons les communautés indigènes avec toutes leurs connaissances, nous voyons qu'il y a plusieurs réalités et il nous faut les reconnaître. Il nous faut par conséquent savoir quels sont les impacts du changement climatique et quelles sont les solutions pour tout au moins atténuer. Nous voulons montrer qu'il y a une responsabilité concernant ces communautés et nous voulons lutter contre ce récit unique qui aborde les discussions, qui aborde la justice climatique. Parfois, les solutions ne sont pas à l'échelle d'autres proportions, des décisions d'adaptation qui contiennent des risques. L'adaptation doit être quelque chose de présent toujours dans les pays où nous travaillons avec le programme VAC. L'adaptation est fondamentale pour que nous puissions mettre en œuvre des changements. Mais parfois, ces initiatives ne sont pas finançables. Comme je l'ai déjà dit auparavant, il est important que nous ayons des solutions qui puissent être personnalisées et adaptées à tous les besoins locaux. Et il faut également que nous puissions y adapter les connaissances que nous savons. Nous savons que traditionnellement, beaucoup de peuples traditionnels et des peuples autochtones ont des connaissances et nous avons appris au fil du temps et à travers toutes les générations que ces connaissances traditionnelles sont ignorées. Les solutions que les communautés locales nous montrent sont généralement très efficaces. Et sur notre plateforme, nous sommes en train de placer et d'introduire ces connaissances que les peuples originaires nous apportent. Nous avons des exemples à travers le monde de solutions qui sont mises en œuvre et qui n'étaient pas les solutions que nous montraient les communautés et qui n'ont pas été euh, bien adaptées. Nous cherchons, lorsque nous nous occupons des communautés locales, tout d'abord à comprendre quels sont leurs besoins pour pouvoir chercher des solutions adaptées. Il est important que nos solutions puissent apporter un retour social et économique qui puisse bénéficier de ces populations au lieu d'essayer de faire des transpositions sur ce dont ils ont besoin. Les communautés savent répondre d'une manière plus adaptée à leur réalité et à leur mode de vie. Nous voyons que lorsque nous voyons et nous observons les impacts dus au changement climatique, les personnes les plus impactées sont les personnes qui sont mises en marge parce que nous avons une structure qui les exclut et qui exclut ces peuples des solutions qui sont proposées. Donc, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir leur apporter des solutions qui les bénéficient. Et comment pouvons-nous changer cette scène? C'est ce dont nous allons parler ici aujourd'hui. Nous avons un problème qui est celui de ne pas répondre aux vrais besoins des communautés locales et des peuples qui sont mis en marge. Il nous faut créer un mécanisme qui puisse soutenir et appuyer une participation majeure qui vienne du Sud et pas seulement du Nord, parce qu'il y a beaucoup de barrières qui excluent des communautés. Il nous faut par conséquent agir de plusieurs façons. Tout d'abord, il nous faut réfléchir à la création de mécanismes ou à l'utilisation de mécanismes qui existent déjà pour un financement qui soit plus participatif, pour pour que les fonds puissent parvenir d'un côté à l'autre, pour créer des mécanismes environnementaux qui permettent une participation égale pour toutes les parties impliquées. Il nous faut créer des structures de fiscalisation et de contrôle pour voir comment sont appliqués ces fonds. Nous savons qu'il existe à un niveau national et parfois à un niveau mondial et international cette idée que les communautés
reçoivent et encaissent ces fonds, mais ne participent pas aux solutions proposées. C'est pour cela qu'il nous faut faciliter, leur rendre cette participation plus facile. Il nous faut également faire pression pour que nous puissions avoir des objectifs concrets pour lutter contre les changements climatiques d'une manière unilatérale et bilatérale jusqu'à 2019, 1 sur 10 dollars qui se destinaient au financement pour le climat n'était pas suffisant. Nous travaillons tous les jours avec ces communautés et nous voyons ce dont elles souffraient. Peut-être maintenant nos objectifs sont plus visibles et nous puissions contrôler que, en fait, ce financement se dirige aux besoins de la communauté. Cette pression doit être faite sur les bailleurs de fonds unilatéraux et bilatéraux, y compris nos gouvernements nationaux dans les pays dans lesquels nous travaillons. Il nous faut essayer de rendre plus facile l'accès au financement pour que les communautés puissent en profiter. Et mon collègue abordera cette question d'une manière plus large. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, ce n'est pas accessible, mais surtout pour les petites organisations des communautés locales. C'est quelque chose de très bureaucratique en ce moment. L'accès n'est pas facile, surtout si nous réfléchissons aux informations disponibles. Il faut que nous réfléchissions à comment rendre l'accès plus facile. Les organisations de la société civile se penchent déjà sur cette question pour pouvoir rendre plus facile toutes ces choses. Et finalement, rapidement, il nous faut réfléchir à des mécanismes de financement alternatifs qui puissent garantir que les financements arrivent aux communautés locales. Il y a beaucoup d'argent qui tourne et parfois, ceux qui développent les projets cherchent des financements dans d'autres pays alors qu'ils ont localement ces fonds. Comment garantir que ces fonds seront alloués à un niveau local pour que le flux de financement puisse vraiment parvenir aux personnes qui en ont vraiment besoin? Parfois, les communautés se trouvent dans des régions très lointaines. C'est très différent, par exemple, des communautés au Kenya qu'en Amazonie. Par conséquent, comment pouvoir soutenir et aider dans tout, en tenant compte de toutes ces différences de contexte. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer aux présentations qui suivront. Merci beaucoup. Très intéressante ta présentation. Il a été très important pour nous que de pouvoir connaître ces points clés que tu nous as montrés pour rendre plus facile et plus accessible le financement pour le climat. Comment pouvoir faire en sorte que les connaissances locales et l'expertise des communautés puissent être mises en œuvre et puissent être placées et insérées dans toutes nos solutions, les mécanismes nationaux qui sont très importants. Et maintenant, nous allons entendre plus de détails concernant ces défis de la part des parties prenantes et des acteurs qui ont essayé de mettre en œuvre ces financements. Nous allons passer maintenant, euh, nous allons vous apporter certains exemples pratiques que nous avons trouvés parmi ceux qui ont mis en œuvre des pratiques. Nous allons maintenant aborder les mécanismes de financement que ces parties prenantes ont utilisés. Collins, tu as la parole. Merci, Mike. Donc, nous allons à nouveau un grand merci pour cette invitation qui m'a été faite. Je vais vous parler de cette question
qui sera abordé pendant 10 minutes. J'espère ne pas dépasser le temps qui m'a été imparti. Ma présentation abordera les mécanismes à un niveau local et international pour le financement climatique, pour financer des actions pour le climat, des projets. Vous connaissez certainement certains de ces projets dont je vais vous parler, mais il est toujours souhaitable d'en parler davantage pour pouvoir partager des connaissances ou pour pouvoir répondre à des doutes que vous puissiez avoir. Tout d'abord, il est important de définir le financement climatique. De quoi s'agit-il, le financement pour le climat? La définition se trouve fréquemment au sein du modèle de la Convention et de l'accord de Paris. Nous nous référons à des financements transnationaux, locaux ou nationaux qui viennent à partir de sources alternatives ou à niveau national des gouvernements, etc., pour pouvoir lutter pour la justice climatique ou contre les changements climatiques. Par conséquent, fréquemment, il est important d'établir quelle est la définition que nous utilisons au sein d'un dialogue tel que celui-ci. Nous avons également notre convention. Les acteurs peuvent, doivent pouvoir appliquer les financements pour les pays en développement. Ceci a été décidé lors de l'accord de Paris, que les pays en développement, en voie de développement, pour les encourager à ce qu'ils atteignent une justice climatique. Et pour cela, il nous faut mettre à la disposition un financement pour lutter contre les changements climatiques, pour que les actions climatiques puissent être appliquées dans ces pays. Lors de l'accord de Paris, il y a eu d'autres questions qui ont été abordées. L'article 2.2.1, qui est la directive la plus importante pour déterminer ce qui est et ce qui n'est pas le financement climatique. Il nous faut par conséquent être en accord avec l'objectif de diminuer l'émission des gaz à effet de serre. Ceci est important pour pouvoir déconstruire d'autres définitions qui étaient assez vagues. Ce que j'essaie de vous dire là, c'est que le financement pour le climat doit être en accord avec d'autres articles prévus lors de l'accord de Paris pour qu'il y ait une consistance terminologique. Il y a parfois des lacunes fréquentes en ce qui concerne le financement pour le climat et le financement pour les pays en développement. Et ce sont des choses tout à fait différentes. En ce qui concerne la définition du financement pour le climat, il y a beaucoup de discussions concernant les chiffres, comment quantifier ces impacts et quels sont les financements possibles. C'est un débat assez difficile et nous n'allons pas pouvoir nous occuper ici de tout le contenu, mais je voulais tout simplement vous parler de cette problématique maintenant. À la fin de ma présentation, j'espérerai que vous compreniez un petit peu mieux ces différentes ces mécanismes de financement climatique ou pour le développement peuvent être utilisés fréquemment d'une- différemment. Et c'est toujours une manière qu'ont les partis pour recevoir des financements. En ce qui concerne la définition de l'article 11 de la Convention qui définit le mécanisme pour la provision de ressources financières pour les pays en développement,
tels que des dons, y compris les transferts de technologie. Il est important de nous rappeler de la différence entre les dons et les prêts, les emprunts. L'article spécifie également que le mécanisme financier doit être fiable et que les parties prenantes peuvent participer aux critères d'éligibilité et de priorité et des politiques qui sont liées à la concession de ces ressources pour rendre plus facile cette provision de financement climatique. La Convention établit aussi que ce mécanisme financier doit prévoir des ressources financières pour les pays en développement et également qui sont prévues dans le protocole de Kyoto. Par conséquent, qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme de financement pour le climat? La Convention dit que l'opération d'un mécanisme financier peut être la responsabilité d'une entité ou de plusieurs entités internationales. Et une communauté locale qui puisse recevoir ces fonds et ces ressources financières doit avoir un accès facilité pour que les besoins soient aidés, pour que ces besoins, pour répondre aux besoins que ces communautés puissent avoir. Il existe également un besoin, des besoins qu'ont des communautés à un niveau local, comme nous l'avons vu lors de la présentation précédente, de l'intervention précédente, à cause des impacts en croissance et les besoins des gouvernements locaux et d'autres pays en développement qui se trouvent d'une manière unique, il nous faut trouver des fonds pour pouvoir répondre plus efficacement à leurs besoins locaux. On a établi à cette fin des mécanismes de financement pour le climat pour répondre aux besoins d'atténuation ou d'adaptation locale ou sous-nationale. Par conséquent, quels sont les thèmes qui surgissent à partir de cette discussion, tous ces sujets qui ont nécessité de mécanismes d'atténuation ou d'adaptation incluent les questions d'accès, de la qualité, de la quantité, mais également la prévisibilité, la décentralisation des décisions des, et la personnalisation pour des objectifs différents ou personnalisés. Et tout ceci est fondamental pour pouvoir comprendre quelles sont les nuances de ces mécanismes. Dans cette intervention, j'aborderai certains instruments qui sont disponibles et qui peuvent être utilisés par des gouvernements nationaux, par des communautés locales à un niveau sous-national. Quels sont par conséquent les mécanismes de financement? Nous avons le Local Climate Adaptative Living, le local, qui est un fonds pour l'infrastructure et qui a été établi par le Fonds de développement de l'ONU, des Nations Unies, qui est un standard reconnu international et qui aide les gouvernements locaux pour le développement et également qui aide les pays les moins développés pour qu'ils puissent avoir accès au financement climatique pour la construction de formations, pour un support technique et tous leurs besoins pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins locaux, pour pouvoir faire face à l'adaptation, pour lutter contre les changements climatiques. Nous avons d'autres mécanismes qui nous aident à cette adaptation locale à un niveau
international, mais pour les gouvernements nationaux, nous avons quelque chose que nous avons, dont je vous ai parlé, le CCCF, qui est un mécanisme de fonds climatique à un niveau sous-national. Il s'agit d'un mécanisme qui est disponible au Kenya et qui est un outil qui répond très bien aux besoins des communautés locales. Et l'idée pour ce mécanisme tout particulièrement est d'apporter des ressources à partir du mécanisme précédent. Et pour cet instrument particulièrement, l'idée est de faciliter le soutien au niveau local à ces communautés plus petites pour combler les lacunes existantes dans la structure. C'est un mécanisme qui vient en quelque sorte pour combler certains trous, certains espaces découlant du mécanisme précédent. À présent, je vais parler rapidement à propos des mécanismes de financement internationaux. Tout d'abord, le contexte. Il nous faut trouver ces mécanismes de financement et dans l'aspect international, en fait, il faut créer tout cela. Tout doit être créé dans le cadre international pour favoriser l'action climatique dans ce cadre-là. Il est important de dire qu'un point essentiel pour ces mécanismes sont par exemple, les concessions ou bien les prêts. Ça dépend du type de financement que nous évoquons. Par exemple, en ce qui concerne des bourses, c'est un mécanisme particulier qui dépend de projets. L'idée est qu'il n'y ait pas un paiement ou un amortissement, c'est une bourse qui est octroyée et puis c'est tout. Les prêts de concession, quant à eux, la plupart du temps, il s'agit d'attirer les investissements de la part du secteur privé pour investir dans les actions climatiques dans le sud global. On reconnaît que i du du point de vue idéal, les financements climatiques sont en train de d'être réduits. Selon les derniers, rapports, nous voyons que les changements climatiques ont un impact de plus en plus important, comme l'a montré Michael lorsqu'il a montré la diapo sur les températures et nous arrivons à une limite, donc une situation très dangereuse. Mais en même temps, les financements, pour le climat sont en train de se réduire. Il faut donc penser à des alternatives pour financer ces actions, dans le sud global. À travers ces prêts de concession, on peut attirer le secteur privé. L'idée est que ces prêts puissent, attirer ou entraîner des taux plus faibles comparés aux taux du marché. Telle est la prémisse, mais il faut dire également que le financement climatique par le biais de bourses et finit par être, mobilisé pour des projets. Il n'y a aucune société, aucune entreprise qui est liée à cela. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entrepreneurship impliqué là. L'un des mécanismes des bourses offerts par le GCF, c'est une partie de financement du GCF où les gouvernements arrivent à assurer la création de politiques, un suivi des fonds et des instruments de fonds pour, assurer le succès des projets. Or, au sein du GCF, nous avons le plus grand mécanisme de financement climatique au monde. Il a été établi en 2012. Ce fonds
mobilise les ressources des pays développés vers les pays en développement pour travailler pour le développement et pour augmenter l'échelle. L'un des points qu'il faut évoquer ici est que le GCF, comme probablement nous le savons bien, doit être responsable du financement de certains projets. Cependant, si l'on voit les rapports, ceux qui ont été envoyés à la COP, on remarque que très souvent, ces financements vont vers des projets d'atténuation et non pas d'adaptation. Alors il faut comprendre pourquoi. Il faut trouver une manière de faire un mouvement, une incidence pour cela en ce qui concerne le GCF, afin que pour qu'on puisse avoir un bon équilibre entre l'adaptation et l'atténuation avec un investissement plus important en atténuation. C'est probablement également une bonne idée d'évoquer que nous avons plusieurs volets de projets ici. Les dimensions varient selon le type de financement requis. Au sein du GCF, tout dépend de la taille, de la dimension du projet qu'il reçoit. Il y a 4 tailles de projets. Il y a ce qu'on appelle les micro-projets. Ce sont certains projets qui se trouvent en dessous de 10 millions de dollars. Ces projets, notamment, passent par un processus d'approbation simplifié. Très souvent, ces gens, viennent et nous et disent: «Bon, nous avons besoin de telle ou telle ressource» et elles reçoivent ceci d'une manière accélérée. Des projets petits, nous avons également les petits projets entre 10 et 15 millions. Je ne dis pas que le temps d'approbation ne dépend que de la taille du projet. Ce n'est pas le cas. Mais bien sûr que nous tenons compte des questions de ESG, des questions environnementales, afin d'accélérer parfois l'approbation de certains projets. Ça dépend beaucoup de la mise en œuvre. Le GCF parfois fait une approbation plus accélérée ou bien il suit des étapes traditionnelles d'approbation. Il y a la catégorie donc des projets petits entre 10 et 50 millions, ceux de moyens qui sont entre 100 et 250 millions et les grands projets qui sont au-dessus de 250 millions de dollars. L'une des raisons pourquoi nous évoquons les différentes tailles de projets au sein du GCF est le suivant. Selon la taille du projet, nous pouvons savoir, nous pouvons avoir une idée du délai pour l'approbation. Je suis du Kenya, par exemple. Nous travaillons avec la Namibie et nous avons remarqué que la Namibie a réussi à avoir un nombre important de projets approuvés par le GCF. Mais on remarque que les tailles de leurs projets sont différentes des dimensions des projets du Kenya. Il faut donc bien voir quelle est l'échelle et voir pourquoi certains pays ont plus de projets qui sont approuvés par le GCF par rapport à d'autres. Parfois, la raison, c'est la dimension, la taille du projet. Cependant, indépendamment de la taille du projet, le GCF emplit une politique assez englobante pour analyser ces projets en ce qui concerne le financement climatique. La structure du GCF en tant que le mécanisme de financement le plus important, il est important de comprendre cette structure. Il faut essayer de comprendre que qui fait quoi afin d'établir les étapes ou les pas que nous allons suivre. Nous avons la conférence des parties. Voici les orientations que le GCF reçoit. On voit toute la négociation qui se produit par rapport au changement climatique. L'idée,
et de recevoir de bonnes orientations pour le conseil du GCF à partir de la COE, de la COP, pour avoir au moins un bon alignement des pratiques et des opérations. Nous avons également le conseil du GCF qui prend les décisions critiques par rapport aux politiques, à l'accréditation et aux projets. Et il y a le secrétariat qui dirige les activités du quotidien du GCF. Il y a également des mécanismes d'évaluation, etc. Mais on peut en parler lors d'une autre session, comme le disait Michael. Cependant, ces trois organismes, il faut bien les comprendre. Il y a également le niveau international. Le GCF arrive à travailler avec des priorités de ce niveau-là. Il y a donc les autorités nationales qui sont désignées selon le pays. Il peut s'agir du ministère de l'Environnement ou alors du ministère des Finances. Ça dépend des pays. Mais nous avons toujours un contact national qui est le principal. Il y a également des recommandations provenant d'entités accréditées. Et avant d'envoyer une proposition ou une demande, ce concept de proposition doit être analysé ou discuté avec l'autorité nationale pour qu'il y ait également une lettre d'absence d'objection de la part du GCF en ce qui concerne le pays qui est impliqué. Nous avons également les entités accréditées, nous avons les AE de GCF, ce sont les personnes qui reçoivent les financements et les personnes qui envoient les projets. Nous avons également les entités qui exécutent. Ce sont des entités qui sont également accréditées et qui font l'exécution et qui travaillent directement avec les communautés. Sur le plan communautaire, l'une des personnes les plus proches de ces communautés travaille avec nous pour essayer de répondre aux besoins et aux priorités des communautés. À part le GCF, nous avons ce que nous appelons l'installation mondiale de l'environnement. Ça aide les pays en développement à prioriser les actions environnementales qui puissent produire des bénéfices environnementaux sur le plan mondial. Ces installations travaillent avec 5 organismes principaux. Elle est également fondée sur des accords multilatéraux de l'environnement. Nous avons la Convention sur la diversité biologique, la Convention cadre des Nations unies pour les changements climatiques, la Convention de Minamata sur le mercure, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et la Convention des Nations unies pour la lutte contre la désertification. Il y a donc les thèmes de la biodiversité, des produits chimiques, des déchets, des changements climatiques, des eaux internationales, etc. Ces installations globales de l'environnement pour l'environnement, probablement ne sont pas très bien comprises et il y a plusieurs tailles, au niveau de processus d'approbation et de projet. Il y a le moyen, il y a le complet et il y a des procédures différentes d'approbation au sein du GCF. Il y a toutes les étapes, l'envoi, l'approbation, la validation par le CEO, ensuite, la validation du CEO ou du président et l'approbation de l'agence interne et puis le versement. Ceci pour les projets complets. En ce qui concerne les projets à taille moyenne, c'est très similaire. La seule différence, bon, je vois que le temps qui m'a été imparti arrive à la fin, je m'en excuse. Donc, les projets moyens également ressemblent, il y a juste un point qui change. Enfin, nous avons d'autres mécanismes de financement climatique internationaux. Nous pouvons les mentionner ce matin si on a le temps. Le fonds d'adaptation et l'accès au fonds d'adaptation. Le fonds d'adaptation a été créé selon le protocole de Kyoto. Il est relié à d'autres mécanismes.
L'une des choses qui se produisent est la suivante. Le CDN, qui est le mécanisme de développement propre, contribue avec 2 de ses ressources, dans la réduction des émissions de carbone pour ce type de financement d'adaptation. Nous savons que le CDN, qui est celui de mécanisme de développement la et de la propreté, est basé sur l'atténuation, mais on peut directionner ou orienter cela vers l'adaptation. Donc ça va vers l'atténuation, mais on peut la diriger vers l'adaptation. On peut également travailler avec des fonds d'adaptation pour certains pays. L'accès aux fonds d'adaptation peut se produire de 2 manières différentes. Il y a la modalité d'accès direct et il y a une entité pour l'accès direct. Par exemple, au Kenya, nous avons une autorité d'accès direct nationale. Il y a également une autre modalité. On peut présenter une proposition au moyen d'une entité de représentation nationale. Dans, dans une région ou une sous-région, s'ils veulent envoyer une proposition pour le fonds d'adaptation, s'il s'agit d'États membres ou qui font partie de ce fonds, on peut donc passer par les entités régionales ou subrégionales. C'est la deuxième modalité. Il y a une autre modalité d'accès également à notre disposition. Il s'agit d'une entité de mise en œuvre multilatérale. Les parties doivent donc passer par ces entités pour avoir accès. Or, lorsqu'on a l'entité de mise en œuvre, ils vont probablement répondre aux normes de établi par le fonds, assurer que la gestion financière soit performante et intègre, qu'il y ait une capacité institutionnelle qui puisse valider qu'ils arrivent à s'occuper du projet. Il est important également qu'il y ait de la transparence des projets de recherche et des mesures de corruption. Donc toute la capacité pour le projet et la capacité de s'occuper de la partie financière. Nous avons également la partie d'adaptation du type de projet et l'approbation. Vous voyez là, sur cette diapo, le cycle qui passe par le comité, l'on lorsqu'on signale donc, l'acceptation. L'entité de médiation également est saisie et voilà, je m'arrête là à cause du temps, mais je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Collins. Je pense que votre présentation a été excellente, très complexe, bien sûr, parce que le financement climatique est complexe en ce moment. Nous avons les mécanismes locaux qui passent par des départements gouvernementaux et la source de ces financements peut être un budget du gouvernement, donc public, ou bien ça peut provenir de fonds privés. Il peut s'agir également d'un accord entre 2 pays et ça peut passer également par des programmes du gouvernement et peuvent être accueillis par des organisations qui concernent ces pays ou d'autres organismes du gouvernement qui reçoivent ces fonds. Nous avons également des mécanismes internationaux qui demandent que les organisations puissent travailler ensemble avec les gouvernements euh, en, euh, en- en ligne avec les plans d'adaptation nationaux de chaque pays. Et le flux financier passe non seulement par le gouvernement, mais également par des intermédiaires accrédités pour jouer ce rôle. Ils aient donc cette accréditation pour pouvoir travailler ou intervenir avec cette médiation. Il faut penser à l'échelle de ces financements.
C'est elle qui va déterminer la capacité de l'organisation qui travaille sur ce niveau de base. Très souvent, il s'agit de petits projets, petites dimensions et n'arrive pas à traiter avec des flux internationaux de financement. Il faut également parler de la terminologie. Nous avons des entités accréditées, celles qui sont donc certifiées, et les autres qui ne possèdent pas cette certification, cette accréditation. C'est un processus complexe qui implique l'approbation du financement et recevoir les fonds. Ce projet en question travaille avec des milliards de dollars. C'est un projet macro, tel que nous l'appelons. Par conséquent, les moyens d'avoir accès à ces sommes est très complexe. C'est pour cela qu'il est important d'établir des rapports avec la GCF pour pouvoir obtenir l'approbation ou alors passer par un audit, ce qui a été nécessaire et très important. Et ceci crée une structure à plusieurs niveaux jusqu'à atteindre l'organisation ou la communauté qui s'occupe du travail de base. Maintenant, nous allons passer à l'intervention de Kennedy qui nous parlera des mécanismes de financement locaux au sein du Kenya. Vous avez la parole, Kennedy. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Bonjour à tous, je m'appelle Kennedy et je suis coordinateur de ce consortium. Je suis Kennedy Ododa et nous allons vous parler de ce mécanisme qui a été créé par ce consortium qui est un partenariat entre plusieurs organisations qui travaillent avec des entités gouvernementales. Ce mécanisme avait pour objectif de construire une résilience climatique au Kenya. Nous avons plusieurs partenaires et nous avons le soutien d'organisations transnationales et qui facilitent l'accès à plusieurs sources pour pouvoir créer cette résilience climatique et réduire et diminuer cette souffrance climatique d'une manière plus coordonnée. Nous avons certains principes qui sont des directives pour notre communauté et ce processus implique la communauté dans la planification. Il y a toujours, par conséquent, eu une décentralisation à partir du début de ce projet pour qu'il s'agisse d'une approche participative et inclusive pour pouvoir garantir une bonne gouvernance. Nous utilisons des investisseurs locaux qui soutiennent la communauté. Il ne s'agit pas d'individus, mais de communautés. Ce mécanisme a débuté à partir de ce contexte du besoin d'avoir une collaboration structurée entre les acteurs publics et privés, des échanges d'idées, d'expertise et de finances pour pouvoir créer et institutionnaliser et ainsi pouvoir garantir que les solutions pour une justice climatique soient efficaces véritablement. Au Kenya, nous ressentions le besoin de pouvoir fournir des informations pour que surgisse un accès plus démocratique et que ces informations soient incluses lors du processus de planification du programme. Et nous
Il nous fallait avoir une institutionnalisation également plus importante. Il nous faut par conséquent, et nous ressentons le besoin que nous ayons des financements pour pouvoir répondre aux priorités de la communauté qui soient durables et qui puissent garantir des bénéfices équitables, en tenant compte des opinions des différents membres de la communauté, surtout les plus vulnérables. C'est par conséquent la base qui nous a servi pour faire naître ce mécanisme de financement. Nous recherchons toujours à partager, nous cherchons toujours à partager notre expérience et après le succès de ce premier pas, nous sommes en train de nous préparer à un niveau macro-local et national pour des programmes nationaux, pour que des programmes nationaux soient mis en œuvre. Elle a été l'objectif, par conséquent, le, mé- le mécanisme CCCF a surgi pour une gouvernance sous-nationale, pour qu'il y ait une prévisibilité concernant le financement pour le climat. Nous avons des modèles financiers, des modèles légaux et standards qui nous rendent plus facile le flux de ces ressources financières à un niveau international, mais également maintenant à un niveau local. Les gouvernements rédigent des lois qui permettent un flux international de ces fonds pour que des projets et des solutions climatiques soient mises en œuvre à un niveau sous-national. Il est important de partager tout ceci d'une manière neutre et inclure les communautés en ce qui concerne la prise de décision à ce niveau local pour qu'il puisse y avoir une inclusion sociale, une responsabilisation et une transparence. Ce mécanisme soutient et aide à répondre aux besoins de ces communautés pour garantir que les communautés puissent décider ce dont elles ont besoin, ce qu'elles souhaitent obtenir et que la communauté puisse prendre des décisions à partir d'une base de données et d'informations qui soit adéquate avec cette base d'informations qui soit coordonnée et mise à la disposition des acteurs à un niveau bien évidemment de la communauté, mais national également. Nous travaillons également pour garantir que les communautés puissent améliorer leur qualité de vie et qu'elles soient plus résilientes, qu'elles puissent apprendre à partir de ces expériences. Et c'est pour cela que nous contrôlons et nous suivons cette étape d'évaluation et de suivi est très importante. Nous nous concentrons sur 4 composants. Le consortium d'adaptation parmi les partenaires, l'intention est de former la communauté pour pouvoir obtenir la résilience si attendue. Le fonds est créé pour capitaliser plusieurs sources en utilisant un fonds national pour le financement climatique également. Il s'agit d'un fonds national qui a plusieurs donateurs
qui place de l'argent dans ces fonds avec des partenaires domestiques et internationaux également, un grand pourcentage pour les actions nous viennent de ce fonds. Et on alloue par conséquent ces fonds pour des solutions locales et un pourcentage moindre se dirige à un niveau sous-national, les comtés tels que nous les appelons. Pouvoir aider les initiatives de justice climatique à un niveau sous-national pour des questions qui traversent plusieurs communautés, des problèmes plutôt qui traversent plusieurs communautés. Nous voyons également l'importance de fournir des informations aux communautés parce que lorsqu'elles vont tracer et définir leur plan, elles auront toutes ces informations à leur disposition. Nous avons un troisième composant qui se rapporte aux structures. Nous avons des structures à un niveau sous-national et nous en avons à un niveau national qui est le fondement principal de ceci, parce que c'est le lien entre les communautés et le gouvernement. C'est pour cela qu'il s'agit d'une base essentielle. Nous avons la communauté organisée et les priorités que nous montrent ces communautés pour les solutions climatiques. À un niveau sous-national, nous avons des experts techniques qui nous viennent de plusieurs domaines. Il y en a d'autres qui sont là pour aider à le niveau national. Le plan national de solutions climatiques de la communauté, ce sont les techniciens, les techniques qui s'en occupent. Puis, nous avons les outils de planification également. Comme je vous l'ai dit auparavant, il est important que les communautés soient autonomes pour pouvoir recevoir ces outils pour la résilience, pour qu'ils puissent faire l'évaluation de leurs états et de leur situation climatique. Ainsi, il est possible de construire une résilience à travers des décisions prises correctement. Les acteurs et les partenaires de ce consortium travaillent à cela également pour qu'ils puissent garantir qu'il y ait une intégration adéquate entre les différentes pensées et les flux au sujet du climat pour que toutes ces questions soient bien structurées et que ces informations puissent atteindre les communautés. C'est pour cela que ce consortium travaille proche et très près du gouvernement du Kenya pour que les gouvernements sous-nationaux aient suffisamment d'informations climatiques. Nous avons une dernière étape concernant ces composants qui est du suivi de l'évaluation qui nous mène à un apprentissage efficace. Ils apprennent à faire des projets, des tests, des réflexions et s'adaptent au changement. Il est possible également qu'il y ait une collaboration entre les différentes communautés et un apprentissage mutuel entre les différentes communautés, un apprentissage sous-national transversal. Ce sont les meilleures pratiques que nous avons et que nous appliquons. Tout ceci est partagé entre les différentes communautés. Ce mécanisme comprend ces 4 composants et notre objectif est de garantir que nous obtenions un bon résultat et une approche de participation. Nous souhaitons qu'il y ait cette implication locale et que dans ce domaine local, la communauté puisse participer à l'identification des éléments. Il est important d'identifier les leaders qui vont diriger tout ceci et qu'ils participent à des consultations
public parce que nous n'aurons pas de décision unanime, mais il est important que les communautés s'organisent et consolident leurs objectifs. Ainsi, nous réussissons à garantir qu'il y ait plusieurs groupes qui puissent participer et qui puissent être représentés. Nous avons des groupes en marge, des groupes qui ont des handicaps, des femmes, des organisations d'intérêt public, des organisations de la société civile. Il s'agit d'un pilier central de l'organisation. Pour chaque consultation, il est important que tous ces représentants de la société puissent participer et que leurs besoins et leurs exigences soient pris en compte lors de ce rassemblement, de cette réunion. Le comité travaille pour garantir l'intégration locale et qu'il puisse y avoir le flux des informations climatiques pendant tout le processus. Et comment la CCF puisse garantir qu'il y ait un flux adapté. Ce qui est principal, c'est le fond de sa structure. Nous souhaitons qu'il y ait des opportunités et l'égalité concernant qui est le leader de la communauté et qui administre, qui gère le fonds. Nous voyons le flux de connaissances à partir du noyau local parce que la connaissance locale est un point fondamental en concerne la résilience climatique. Il concerne les options au sujet de ce qui est vraiment important pour la communauté. Ceci concerne également le support et l'aide que la communauté reçoit. Nous avons ici le niveau le plus bas qui est le local, mais ceci se trouve au pilier central. Nous avons les idées de la communauté, les connaissances locales qui sont liées à la connaissance moderne. Et de là, nous passons aux évidences, puis aux communautés, et après à la planification du comté ou de niveaux plus élargis. Et là, il y a la gestion du mécanisme. Comment se passe la gestion du fonds? Nous avons des domaines qui sont touchés, par exemple, par les changements climatiques. Nous voyons quelles sont les priorités. Nous avons des investissements de biens publics également qui sont acceptés par les communautés. Il nous faut garantir que tous les segments de la population sont impliqués et participent aux décisions d'investissement. Pour les structures, nous réussissons à suivre ce flux et nous arrivons à cette partie. Et ceci garantit que les fonds nationaux puissent arriver jusqu'à la communauté. Lors de notre projet pilote, 90% de ce fonds ont été utilisés pour des solutions locales. 10% ont été utilisés à des fins administratives et dans le contexte sous-national aux différentes communautés. Nous pouvons réfléchir à des investissements sous-nationaux pour pouvoir aider cette action sous-comté. Mais la plupart des ressources est utilisée pour des solutions climatiques. Le CCCF est un mécanisme qui est en train d'aider le Kenya en ce moment. Le CCCF soutient les objectifs LLA, les mécanismes LLA, pardon. Nous voyons ici l'impact qui a lieu sur les communautés et avec toute la prise de pouvoir prise pour les
lutter contre les impacts des changements climatiques. Les principes LLA sont des principes d'adaptation de leadership local. En outre, il est possible de travailler avec des propositions pour soutenir les mises en œuvre locales. C'est une manière de renforcer les gouvernements, les villes et les groupes parce que les communautés ont un engagement assez proche des engagements du gouvernement à ce niveau. Par exemple, lors du projet pilote, il y a des informations de comment parler aux représentants du gouvernement lorsqu'il est nécessaire de parler de questions techniques. En outre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le mécanisme favorise également une planification du bas vers le haut, ce qui garantit l'engagement des communautés, surtout pour les décisions de ce qui doit être fait et quel est le moment opportun. Ça fait partie également de ce qui doit être fait de manière routinière. Il est très important d'assurer que ces connaissances et tous ces investissements soient réalisés de façon proche aux locaux. Ainsi, on peut faire face aux enjeux de la vulnérabilité. Voici donc les mécanismes qui sont employés actuellement au Kenya. Merci beaucoup. Je vous remercie, Kennedy. C'était très intéressant de vous entendre. C'est vraiment une, un moyen unique de changement de ces financements vers le niveau local. Il est important de voir ces projets, les, ce que vous avez réussi à faire et puis les apprentissages et que cette action de base soit vraiment locale et que vous puissiez également influencer sur une partie des investissements réalisés. On peut voir qu'on peut avoir une certaine prévisibilité des fonds pour avoir accès de façon prévisible à ces fonds. Il est important qu'il y ait une intégration de ce type de financement avec des accords locaux de financement. Tout cela doit être fondé sur de nouvelles lois à appliquer et à suivre. Il semble être important également de séparer des ressources pour renforcer les compétences locales, aussi bien pour ceux qui travaillent avec un gouvernement au niveau local que pour les membres de la communauté qui ont besoin de renforcer, de voir leurs compétences renforcées pour participer de ce processus. Bien, euh, je pense que vous devez avoir beaucoup de doutes. Je vous rappelle que nous allons examiner des exemples de tous ces projets lors de la prochaine session à la fin du mois. À présent, je passe la parole à Johanna du EIF. Elle va partager avec nous un exemple de financement climatique international et comment cela fonctionne selon l'intervention du EIF, Environmental Investment Fund. Merci, Michael. Bonjour, je m'appelle Johanna. Je travaille au sein du EIF en Namibie. Pour ceux qui ne connaissent pas la Namibie, nous nous situons à côté de l'Afrique du Sud. C'est un pays qui a moins de 3 millions de personnes de population. Nous avons un très grand désert, le désert de la Namibie. Je vais présenter un projet qui a été mis en œuvre par l'EIF avec le financement du GCF, également avec le partenariat d'une entité qui est reliée au Green Climate Fund. Bon, c'était une introduction, un aperçu avant d'entrer dans le détail à ce sujet.
Je souhaite, vous présenter quelques initiatives créées par notre projet et qui sont pertinentes aujourd'hui. Je vais vous détailler ces projets lors des prochaines diapos. Dans le domaine du tourisme et des forêts en 2019, il il y avait le besoin de tenir compte des communautés qui se trouvaient là-bas, dans ces lieux. Et qui subissaient les impacts négatifs des changements climatiques. Il était important d'entendre les priorités de ces communiqués. En 2016, nous avons créé avec le GCF, le ministère de l'Environnement de notre pays, enfin le ministère de l'Environnement de notre pays a pu recevoir, cette, certification et convaincre le projet qui était en cours afin de réaliser une construction dans la forêt et il a réussi à avoir un financement pour aider les communautés à mettre en œuvre leurs propres projets. Je vous les explique. Je vais indiquer également quelques, conceptualisations de ce projet. Ça n'a pas été un processus facile. Certains de ces mécanismes de financement ne sont pas très accessibles. Très souvent, il y a on organise des sessions, le bénéficiaire est invité à participer et on voit la planification du projet et ce qui sera fait avec ces ressources. Ensuite, il y a une procédure de 3 mois pour l'approbation et ensuite de 3 mois pour, l'approbation du GCF, après la première approbation et le conseil des directeurs du GCF n'a approuvé ce projet qu'à la fin de l'année 2016. En ce moment-là également, nous apprenions auprès du GCF, auprès du EIF, comment adapter ces politiques et comment les mettre en pratique pour qu'elles soient en conformité avec les critères du GCF. Ceci s'est passé à la fin de 2017. À l'époque, nous avons commencé à tenir les premières réunions avec les bénéficiaires en leur demandant quelles étaient leurs attentes pour l'utilisation des ressources du projet. Le titre du projet est CBNRM pour augmenter la résilience climatique des communautés de cette région. Quel était le problème? Quel était l'enjeu auquel se confrontaient les bénéficiaires et qui faisait qu'ils avaient besoin d'un financement climatique? Bien, la Namibie est un pays en développement et doit faire face à beaucoup de défis. Des défis qui concernent le manque, d'informations et des stratégies pour lutter contre les impacts négatifs du changement climatique. L'idée était de présenter une proposition au nom de notre communauté avec les priorités en ce qui concerne les défis et que ceci soit accepté par le GCF afin de pouvoir recevoir le financement. Nos bénéficiaires luttaient donc faisant face à plusieurs enjeux, la sécheresse, des inondations, des problèmes de biodiversité, euh, pénurie d'eau, manque de sécurité alimentaire, manque de sécurité de revenus et des conditions qui menaçaient leur qualité de vie. Nous nous trouvons dans une zone assez vulnérable par rapport aux inondations. Lorsque se produit une inondation, il faut replacer ou
déplacer, ces communautés vers, une autre, zone un peu plus élevée et cette migration allant de zones plus basses, vers des zones plus élevées, ce déplacement se fait de façon assez, difficile. Nos communautés alors se sont organisées afin d'améliorer la qualité de la vie et le GCF a financé une grande partie de projets d'atténuation de ces effets négatifs à cause des changements climatiques. Mais très souvent, à cause des projets, mais très souvent, les projets d'adaptation au changement climatique n'ont pas tant de financement. Il a été important que nos bénéficiaires comprennent cela afin de pouvoir choisir des alternatives pour l'adaptation au changement climatique. Ceci a ouvert trois possibilités de financement pour l'agriculture, pour l'infrastructure et pour le renforcement des compétences. Nous avons cherché à avoir un financement pour créer des processus d'agriculture plus performants et innovateurs, tels que des serres, des technologies d'irrigation par égouttage. Nous travaillons également dans des zones désertiques et il fallait une structure adaptée à ce type de paysage. Tout ceci afin de réduire la vulnérabilité des communautés, l'adaptation à l'infrastructure, l'introduction à l'usage de- d'énergie renouvelable et des mesures également pour économiser de l'eau. L'électricité qui est employée pour le pompage n'est pas très écologique. Alors, l'une des idées pour changer cette technologie était d'enlever ces pompes qui utilisaient le diesel et les remplacer par celles qui utilisent de l'énergie solaire. Ce financement a contribué à augmenter la résilience et le maintien des fonctions écologiques pour l'écosystème de cette région-là, à travers une intervention pour la gestion des feux, contre des inondations et d'autres démarches. Quel a été, le financement de ce projet? Il s'agissait d'un projet pilote, le premier de ce type, et il a été financé par le biais d'une affectation, directe du GCF. Ce processus cherche des moyens à atteindre une communauté locale, par exemple une ONG. Il y a une ONG qui a mis en œuvre un projet au nom des bénéficiaires. On appelle, cette modalité EDA qui essayent de s'adapter à ce type d'action. La plupart du financement a été donné directement à cette organisation. Donc, et pourquoi pas donner directement à nos bénéficiaires afin qu'ils puissent eux-mêmes mettre en œuvre leurs propres projets. Alors, ce dernier point est entré dans notre proposition. Tout cela a été dirigé de manière indépendante par les communautés et le financement du GCF à à favoriser la formation et le renforcement des compétences de ces communautés. Et puis, elles ont rédigé leur plan d'action et leurs propositions. Le montant a été a varié de 50 000 $ à 400 000 $. C'est C'était la fourchette de donations disponible. La plupart des projets ont compté sur une somme, minimale et la Namibie,
est un pays assez grand et une grande partie des financements ont été orientés vers d'autres ou acheminés vers d'autres organisations ou bien d'autres projets. Le GCF a été la source la plus importante qui a reçu le financement de la part d'autres donateurs et le seul bénéficiaire a reçu pour la mise en œuvre de ce projet et cet argent a été directement dirigé vers les fournisseurs. 90 des donations ont atteint directement les bénéficiaires, les fournisseurs, ceux qui ont travaillé pour, la mise en œuvre de ce projet et les bénéficiaires ont reçu 5. C'est ainsi que l'accord a été suivi ou a été fermé afin que les ressources puissent vraiment aller vers les besoins du projet. Il a Pourquoi il a fallu financer le projet de cette manière? Heu, la modalité de l'accès direct a été importante pour que les communautés qui se trouvent sur le terrain, dans des endroits qui sont les plus affectés par les changements climatiques, qu'ils puissent recevoir cet appui, ce soutien financier. Il fallait donc C'était essentiel que cet accès soit direct et que les ressources atteignent ceux qui en avaient besoin. Les bénéficiaires sont également des institutions, des établissements organisés, inscrits au niveau gouvernemental, qui ont fait l'objet d'un audit et qui sont responsables de et qui ont une redevabilité vis-à-vis du gouvernement. Ainsi, ça a été plus facile de pouvoir surveiller l'utilisation de ces contributions selon les critères établis au sein de l'accord de Paris. Merci de votre attention. Si jamais vous avez des doutes, si vous n'en avez pas, je vais conclure. Merci. Merci beaucoup. Nous avons entendu donc des informations à propos de ce projet avec une cartographie de vulnérabilité qui a été menée euh, au niveau national. Il y a une connexion donc entre les processus nationaux de planification tels que déterminer les CDN et tout doit être réalisé, effectué sur le terrain pour fonder ces politiques. Un projet tel que celui-ci doit, être basé sur quelque chose qui vienne du gouvernement et des indications des vulnérabilités. Ceci tient compte des identifications ou des communautés qui ont besoin de cela, telles que les communautés forestières, et cetera. Je pense que vous comprenez, dans quelle mesure il est complexe de mettre au point et de faire approuver ces propositions pour le financement climatique. Vous voyez que ce n'est pas facile qu'une organisation de base, puisse réussir. Ainsi, il faut analyser cela davantage et le réduire à un niveau local. Au Kenya, nous avons le niveau des comtés. Au Pour ce qui est de l'EIF, elle joue ce rôle de contact direct avec les communautés pour que ce financement puisse courir, de façon plus tranquille et en ce moment, actuellement, ça dépend environ oui, il faut environ 3 ans pour obtenir l'approbation et nous avons amélioré également l'accès direct par rapport à ce que EIF mettait en œuvre. Et ceci a été important pour autonomiser les organisations communautaires afin de pouvoir répondre à leurs priorités et leurs besoins. Le travail de l'EIF, dans ce cas-là, était de la capacité d'offrir des cours de formation et le développement de compétences pour pouvoir mettre au point ces projets en ligne avec ce qui a été établi pour ce fonds. Vous nous avez apporté 2 exemples excellents
et nous allons poursuivre l'analyse de ces projets lors de la prochaine session. Si vous avez des doutes, surtout en ce qui concerne les défis et les obstacles que nous avons eus tout au long de ces exemples, nous allons entrer dans le détail à ce propos. Et nous entendrons également les bénéficiaires de ces communautés et ils nous diront quels ont été leurs principaux enjeux. Ce sera une discussion honnête et ouverte. Et vous voyez qu'il s'agit un environnement, un contexte très nouveau. Donc, sur la base, de ce qui a été présenté, nous aurons 10 minutes pour répondre aux doutes ou aux questions. Le bouton questions et réponses ou bien si vous avez des doutes également, vous pouvez lever la main. Vous pouvez, po diriger les questions pour tous ceux qui ont fait des présentations aujourd'hui. Je vais demander à mon équipe de nous aider à identifier ceux qui souhaitent poser des questions. Precious, tu as la parole. Merci. Ma question se dirige à Maïmouna. Si je ne me trompe pas, elle nous a parlé des structures économiques et elle a mentionné des structures parallèles ou latérales qui aident à la prise de décision locale. Comment ceci se passe-t-il? Maïmouna, tu souhaites répondre à cette question, s'il te plaît? Bien sûr. Je ne sais pas qui a posé la question, mais bon, ce n'est pas très facile de dire qu'est-ce qui marcherait ou qui ne marcherait pas, mais je peux vous parler de certaines mesures qui ont été prises dans l'environnement climatique. Concernant les énergies renouvelables, nous avions beaucoup de défis à lever avec des projets qui étaient mis en œuvre par la communauté, mais qui ne bénéficiaient pas réellement la communauté, des projets, par exemple, de renouvelables décentralisés, légalement l'autonomisation économique, l'équité en ce qui concerne l'énergie. Et ceci est mis en œuvre dans plusieurs pays, dans plusieurs continents, qui nous a mené à plusieurs problèmes parce que ces projets étaient mis en place sur des terres qui étaient considérées comme des terres sacrées au Chili, par exemple. Ils ont changé tout ce qui est toute la réglementation pour mettre en place des énergies renouvelables. Les développeurs euh, devaient traverser tout un processus et à la fin dire nous en avons parlé à la communauté, tout a été approuvé et vérifié, mais maintenant le processus n'est plus le même. C'est la communauté qui doit présenter des propositions au gouvernement. Lorsque nous avons ce genre de projet communautaire, il est important que les communautés prisent les décisions et voient ce qui est nécessaire à faire. Il ne s'agit pas d'un changement comme ça en l'air. Non, c'est vraiment pour obtenir des changements, pour que les communautés puissent prendre le devant sur ce qui est en train d'être mis en œuvre. Lorsque nous voyons le partage des revenus, les communautés font partie de la conversation. Et lorsque nous voyons ce genre de distribution de fonds, on ne sait pas quelle a été la recette, tout est plus ou moins trouble, mais lorsqu'il y a une politique environnementale de leadership véritable de la part de la communauté peut atteindre un consensus pour voir où elle sera incluse pour pouvoir prendre des décisions. Nous nous référons à un développement de capacités pour que les communautés puissent participer à des projets plus techniques. Et bien évidemment, ceci représente un changement pour tout le pays après des années d'avoir vu des projets qui n'ont pas marché. Et si nous réfléchissons à comment sensibiliser les informations, ceci est en rapport avec tout cela. C'est un bailleur de fonds d'un projet, par exemple, veut donner des fonds, mais quelqu'un, une femme qui habite dans le nord du Kenya et qui a un mauvais
portable avec peu d'Internet et que peut-être je ne sais ni lire ni écrire, comment est-ce que je peux savoir que ce projet a bien été appliqué, que les fonds ont bien été appliqués? Comment est-ce que je peux avoir une influence ou une voix à ce sujet? Il y a plusieurs manières de mettre en œuvre tout ceci et cela dépend du pays et du contexte. Merci beaucoup, Maïmouna. La dernière question que tu as soulevée au sujet de l'accessibilité, de la compréhension au niveau local est en rapport avec ce que Céline a dit dans les questions et les réponses. Céline, est-ce que tu as un doute quelconque parce que tu as levé la main? Si je ne contrôle pas le micro parce qu'on m'a déjà répondu dans les questions et réponses, donc il n'y a plus personne qui a levé la main, donc tu peux prendre la parole. Tout d'abord, j'aimerais faire un commentaire au sujet de ce qui a été dit, au sujet de ce que Kennedy a dit et Johanna également. Maïmouna, pardon. Tous les deux ont dit quelque chose de très important. Ils ont dit il s'agit de créer une structure institutionnelle qui rende possible l'application des fonds et la prise de son, parce ça ne sert à rien d'avoir un financement dans les pays si les communautés n'ont pas de voix et n'arrivent pas à prioriser leurs projets en réfléchissant à ce qui doit être fait tous ensemble. C'est une solution pour les villes et pour les communautés également. Et il y a beaucoup de bénéfices à tout cela, surtout si nous réfléchissons aux négociations et à des questions qui ne sont pas confortables. L'expulsion des gens de chez eux, le logement, euh, tout cela est plus facile à être abordé dans un contexte déterminé. Et j'ai une autre question, Michael. Ceci me vient à l'esprit depuis 3 ans lorsque j'écoute des interventions telles que celle-ci. Pourquoi que tout le temps nous nous référons à cette question à donner de l'argent au Sud global? C'est comme si nous attendions, nous espérions qu'il nous donne quelque chose. Bien évidemment, il s'agit d'une voie possible, mais on ne peut pas rester assis à attendre ceci tout le temps. Il y a une autre manière de faire ce genre de choses. Il y a des expériences suffisantes. Pourquoi est-ce que nous ne responsabilisons pas les gouvernements? Parce que de plus en plus, les pollutions et tout ce qui est en train de se passer ont lieu aussi bien dans le sud global que dans le nord global, mondial, pardon. Et le sud mondial continue à souffrir de ces polluants, surtout l'Inde et la Chine. Est-ce qu'il y a une manière de pouvoir responsabiliser ces gouvernements parce qu'on ne peut plus continuer à attendre à ce que ces fonds nous viennent du nord. Ceci crée de l'inertie sans aucun doute, surtout à la prévisibilité et à la fiabilité. Le gouvernement du Kenya a essayé de, de de transmettre ces fonds spécifiques pour des fins climatiques à un niveau des comtés d'une manière institutionnelle au lieu de rester avec des miettes d'un projet, un projet par-ci, un autre projet par-là, 3 ans pour pouvoir approuver ce projet, etc., etc. Les financements qui ont été reçus pour mettre en œuvre ces projets et qu'ils fonctionnent conformément aux structures institutionnelles et après la révision de l'environnement législatif, il faut après savoir d'où viennent ces fonds. Et il n'y a pas en réalité, intégrer la planification climatique, les intégrer avec les fonds qui existent déjà et que ce dialogue soit plus un dialogue de base est très important. Si un comité local planifie ses fonds en tenant compte des changements climatiques, cet argent qui sera dépensé peut nous mener à une mauvaise adaptation en dépendant de ce qui a été pris en compte ou non, ou alors ça peut être mal utilisé. Ceci peut interférer lors du fonctionnement de certaines structures. Ça peut être de l'argent jeté par la fenêtre.
de l'argent. Donc, il peut s'agir également que la planification, etc., soit prise, que tout ceci, il faut que tout ceci soit pris en compte à un niveau local. Et l'incidence se concentre sur cela, parce que cette voix, cette place au sein du dialogue doit exister lors de la planification qui sera faite par le gouvernement local à partir du moment de la promotion des revenus ou des fonds. Ce niveau de responsabilisation est quelque chose qui, d'après moi, doit être fait par les organisations de base dans les pays où elles sont entendues lorsqu'elles réussissent à dialoguer avec les instituts de planification locale et d'application des fonds à un niveau local. Il y a la question de cet environnement, de l'évolution des CGS. Également, les entreprises ne font pas leur rapport de recettes et de pertes. Il faut voir quelles ont été les décisions qui ont été prises par les entreprises, par les sociétés d'une manière honnête, sans faire un brainwashing. Il y a des entreprises qui ne répondent pas à cette responsabilité, qui ne sont pas des citoyennetés responsables. Nous avons des organisations de base qui peuvent essayer de responsabiliser tout ceci parce que beaucoup de cet argent qui a été dépensé est très important dans la chaîne de valeur et comment tout ceci, comment ces fonds ont été utilisés également. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez des doutes? OK. Donc, je pense que nous arrivons à terme. Je vous remercie tous. Ça a été très important d'aborder ces questions qui sont si complexes. J'espère que vous avez apprécié les informations qui vous ont été transmises par tous nos intervenants et nos intervenantes si formidables. Nous espérons que tout ceci nous aidera pour les prochaines sessions, conformément à notre approfondissement de tout ceci. Nous vous remercions tous pour votre participation et nous attendons la prochaine session. Merci beaucoup.